Elle n'était qu'une pauvre servante terrorisée, laissée pour morte sur le trottoir glacé, jetée dans une tempête glaciale avec 2 chiots mourant dans ses bras. Elle était seule, désespérée et n'avait nulle part où se tourner. Mais elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Un berger allemand militaire à la retraite, sentant son désespoir, a alerté son maître. Et l'homme que ce chien a amené à son secours était un évicile. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous s'il vous plaît pour en découvrir d'autres. La ville de Seattle pleurait. Une pluie froide et implacable de novembre tombait d'un ciel meurtri et lourd, transformant les lumières du front de mer en taches d'aquarelle. Dans le quartier exclusif de Magnolia, où le vent soufflait fort depuis le Puget Sound, le manoir Thorne se dressait comme une forteresse de lumière. C'était un phare d'immense richesse, ses hautes fenêtres brillantes d'or, imperméables à la misère du temps à l'extérieur. À l'intérieur, le son ténu de la musique classique et le murmure poli des rires dérivaient depuis la grande salle de bal. C'était le gala de charité annuel d'Eleanor Thorne, une soirée où l'élite de la ville se réunissait pour célébrer sa propre générosité. Mais Luna Davis, 19 ans, n'entendait rien de tout cela. Elle se trouvait 3 étages au-dessus de la fête, dans la chambre mansardée froide et pleine de courants d'air assignés au personnel subalterne. Luna, orpheline et petite pour son âge, avec des yeux vigilants de la couleur du ciel de Seattle, ne connaissait que le froid mordant qui s'infiltrait par la fenêtre à simple vitrage. Son uniforme de servante mince offrait peu de protection. Elle n'était pas censée être dans la maison principale du tout pendant la fête. Elle était censée être invisible. C'est pourquoi elle risquait actuellement tout. Son cœur martelait contre ses côtes alors qu'elle descendait l'escalier de service, ses chaussures usées silencieuses sur le tapis moelleux. Elle contourna la fête scintillante au rez-de-chaussée et se glissa dans la vaste cuisine silencieuse, étincelante d'acier inoxydable et de marbre. Le personnel était occupé à servir du champagne, laissant les gardes-manger du fond sans surveillance. Les mains de Luna tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine manipuler le fermoir de l'armoire à pharmacie. Elle était une voleuse. Le mot brûlait dans son esprit, mais elle ne volait pas pour elle-même. Elle saisit 2 articles, un flacon à moitié vide d'antibiotiques pédiatriques du fond de l'étagère et une boîte neuve scellée sous vide de lait maternisé importé du garde-manger. Sa gorge se serra. Elle volait à un bébé pour sauver. « S'il vous plaît » chuchota-t-elle à l'air vide. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Sa véritable destination se trouvait dans le grenier. Dans le coin, derrière son lit de camp, niché dans une boîte en carton tapissée de son propre pull d'hiver, se trouvaient Bolt et Echo. C'étaient des chiots bergers allemands de 6 semaines, minuscules et frêles. Ils étaient les erreurs d'une portée récente élevée par Marcus Thorne. Marcus Thorne, 65 ans et bâti comme un secondeur à la retraite, était un homme de calcul froid. Il dirigeait une entreprise discrète, hautement illégale et très rentable d'élevage de bergers allemands haut de gamme pour une clientèle exclusive. Ces chiots, cependant, étaient nés faibles, leurs poumons compromis. Ils étaient des défauts, impropres à la vente, une tache sur la lignée Thorne. Hier, Luna avait entendu Marcus parler au jardinier, sa voix plate et définitive. « Occupe-toi d'eux demain matin. » L'étang. Aucune trace. Luna savait ce que « occupe-toi d'eux » signifiait. Demain, ces 2 petites vies seraient éteintes. Maintenant, l'un d'eux, Bolt, sifflait, un terrible râle sortant de sa minuscule poitrine. Echo gisait à côté de lui, trop faible pour même lever la tête. Il mourait d'une pneumonie. Luna cacha les biens volés dans les poches profondes de son tablier, l'esprit en ébullition. Elle devait juste les faire passer la nuit. Si elle pouvait les réchauffer, leur administrer le médicament, peut-être, juste peut-être, aurait-il une chance. Elle était à mi-chemin de retour vers l'escalier de service quand une voix, tranchante et froide comme de la glace brisée, traversa la cuisine. « Et où penses-tu aller exactement, ma fille ?» Luna se figea. Elle se retourna lentement. Eleanor Thorne se tenait dans l'embrasure de la porte, une vision en soie vers émeraude. À 60 ans, Eleanor était parfaitement préservée. Ses cheveux argentés enroulés en un chignon élégant, des diamants scintillants à sa gorge et ses oreilles. Ses yeux bleu glacé balayèrent Luna, ne manquant rien. « Qu'est-ce que tu caches dans ces poches ?» La voix d'Eleanor n'était pas forte, mais elle portait l'autorité absolue d'une femme qui n'avait jamais été refusée. « Madame Thorne, je... » La voix de Luna était un chuchotement terrifié. « Vide-les. Maintenant !» Des larmes montèrent aux yeux de Luna, chaudes et piquantes. Lentement, elle sortit la boîte de lait maternisé et le flacon d'antibiotiques. Elle les plaça sur l'îlot de marbre. Les sourcils parfaitement épilés d'Eleanor se levèrent. Du lait maternisé? Des antibiotiques? Elle laissa échapper un rire court et sec qui ne contenait aucun humour.
Tu voles mon propre petit-fils. Petite voleuse ingrate et insignifiante. Non, cria Luna, le désespoir la rendant audacieuse. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les chiots. Bolt et Echo. Ils sont malades, Madame Thorne. Ils sont en train de mourir. Votre mari, il a dit. La mention des chiots changea tout. Le visage d'Eleanor, qui avait été froid, se transforma en pierre. Les chiots étaient un détail gênant, un secret sale. Et cette fille le savait. « Tu oses » siffla Eleanor en s'avançant. « Tu oses parler des affaires de mon mari. » Elle saisit le bras de Luna, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le tissu fin de l'uniforme, pinçant la peau en dessous. « Tu es encore plus stupide que je ne le pensais. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je travaillerai gratuitement. Ne les laissez pas mourir. » « Tu vas te taire » commanda Eleanor. Elle traîna Luna hors de la cuisine. Luna trébucha, essayant de suivre la poigne étonnamment forte de la femme plus âgée. Eleanor ne l'emmena pas dans un bureau privé. Elle n'appela pas la police. Elle fit quelque chose de bien pire. Elle traîna Luna directement à travers la porte battante et dans le grand hall où la fête battait son plein. La musique bégaya. Les murmures polis s'arrêtèrent. Des dizaines de personnes les plus puissantes de Seattle se retournèrent pour regarder. Un instant de votre temps, tout le monde, appela Eleanor, sa voix résonnant d'une détresse théâtrale. Elle tenait le bras de Luna dans une poigne d'acier. Il semble que nous ayons hébergé une voleuse. Le visage de Luna brûlait d'humiliation. Elle voulait disparaître, se dissoudre dans le sol. Cette créature, continua Eleanor en secouant légèrement Luna, que nous avons recueillie, à qui nous avons donné un travail, un toit. Nous l'avons traitée comme de la famille. Et comment nous rembourse-t-elle? En volant des médicaments à mon petit-fils. Des halètements parcoururent la foule. Luna regarda autour d'elle frénétiquement, ne voyant que des visages froids et jugeants. Non, s'il vous plaît, ce n'était pas pour moi, c'était pour les chiots, cria Luna, sa voix se brisant. Les chiots? Eleanor rit, un son cruel et tranchant. Elle est délirante en plus d'être malhonnête. Elle poussa Luna vers les portes d'entrée massive. Va chercher Thérion. Sors d'ici. Puis Eleanor s'arrêta, une idée vraiment terrible lui venant à l'esprit. Walter, aboya-t-elle à un valet terrifié. Va dans le grenier, sa chambre. Il y a 2 petits animaux dans une boîte. Apporte-les. Madame Thorne, non, supplia Luna. Le valet revint quelques instants plus tard, tenant la boîte en carton. Le son ténu d'une respiration sifflante pouvait être entendu. Eleanor arracha la boîte de ses mains. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée ouverte où le vent et la pluie fouettaient vers l'intérieur, trempant le marbre coûteux. Avec un grognement de dégoût, elle jeta la boîte et les 2 chiots malades à l'intérieur, dehors, sur les marches de pierre. Un petit glapissement douloureux traversa la nuit. « Et maintenant, tu es des ordures » dit Eleanor. Elle saisit le mince sac en toile de Luna du placard de la salle du personnel. Il contenait les seules possessions terrestres de Luna et le jeta dehors après les chiots. « Sors de ma maison. Tu es renvoyé. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. » Eleanor poussa Luna fort entre les omoplates. Luna trébucha, se prenant les pieds dans le seuil et tombant à genoux sur les marches mouillées et froides, la pluie trempant instantanément son uniforme mince. Les grandes portes de chêne claquèrent derrière elle. Le bruit sous l'eau scellant son destin. Le son du verrou glissant fut assourdissant. Luna fut laissée sur le trottoir, dans l'obscurité, au milieu d'un déluge torrentiel. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de téléphone. Elle regarda la boîte en carton ruinée où Bolt et Echo gémissaient dans le froid. Elle se précipita en avant, rassemblant les 2 chiots trompés et frissonnant dans ses bras, les tirant sous son tablier, essayant de les protéger avec sa propre chaleur corporelle maigre. Ils étaient si froids. Les respirations râlantes de Bolt étaient déjà plus superficielles. Luna se recroquevilla sur le trottoir, la pluie plaquant ses cheveux sur son visage, les larmes se mêlant à la tempête. Elle était seule, ruinée, et les 2 petites vies qu'elle avait essayé de sauver mouraient dans ses mains. À des kilomètres de là, mais sous le même ciel oppressant et pleureur, un pick-up noir naviguait dans les rues glissantes de Seattle. Le camion robuste, construit pour l'utilité plutôt que pour l'éclat, était une île de calme, une puissance isolée contre la tempête. Au volant se trouvait Jude Scott. À 32 ans, Jude était un homme fait de lignes dures et d'intensité silencieuse. Ses épaules étaient larges, remplissant le simple en lait gris qu'il portait sous un lourd manteau de style militaire. Ses cheveux étaient coupés courts,
pratique, et son visage était tout en angle, dominé par des yeux qui semblaient contenir la couleur de la haute mer, un bleu gris saisissant qui ne manquait rien. Il était un Navy SEAL, actuellement en congé obligatoire et profondément frustrant. Il n'était pas en vacances. Il était au purgatoire. Le silence du monde civil était assourdissant pour lui. Il se sentait mal, non structuré. Ses mains, reposant légèrement sur le volant, étaient stables, mais l'énergie enroulée en lui n'avait aucun exutoire. Il était une arme finement réglée, enfermée dans un étui de rangement. Cette ville, avec son trafic passif-agressif et ses couleurs sourdes, ressemblait à un brouillard qui ne pouvait pas frapper. Il avait passé la soirée à conduire sans but, essayant d'épuiser l'agitation qui le griffait, le sentiment qu'il était censé faire quelque chose, pas seulement attendre. À côté de lui, le seul passager en qui il avait confiance, se trouvait Maverick. À 10 ans, Maverick était un chien de travail militaire à la retraite, un berger allemand avec un museau qui virait au gris argenté distingué et des yeux qui contenaient une profonde sagesse tranquille. Il était le partenaire de Jude, son ombre, l'encre vivante et respirante qui gardait Jude attaché au monde. Maverick avait été avec lui pendant 2 déploiements, et maintenant, à la retraite, son seul travail était de garder Jude sain d'esprit. Il était allongé sur le siège passager, sa tête sur ses pattes, apparemment endormi, une présence stabilisante dans la cabine. Le camion de Jude traversait les rues détrompées de Magnolia, le quartier où l'élite du vieil argent construisait ses forteresses. Il venait juste de quitter le cimetière militaire, un endroit qui laissait toujours son humeur plus sombre que l'hiver de Seattle. Soudain, le calme dans la cabine s'évanouit. Maverick, en l'espace d'un battement de cœur, passa de vétéran endormi à professionnel alerte. Sa tête se redressa brusquement. Un grondement bas et vibrant résonna dans sa poitrine profonde, un son que Jude connaissait bien. Ce n'était pas un son « je vois un écureuil ». C'était un son d'alerte, de menace, d'anomalie. « Qu'est-ce que c'est, Mav ?» demanda Jude, ses propres sens s'aiguisant instantanément. Le brouillard civil s'évapora. Il était opérationnel. Maverick ne répondit pas. Il se déplaça vers la fenêtre passager, ses griffes cliquetant sur le plastique, et laissa échapper un seul aboiement sec. Son regard se fixa sur l'obscurité à l'extérieur. « Repos, mon pote », murmura Jude, mais son pied levait déjà l'accélérateur, ses yeux scannant. Il suivit la ligne de vue du chien à travers le rideau de pluie. Il vit la grille ornée d'un manoir massif, ses lumières brûlant brillantes et indifférentes, loin en haut de la colline. Et au bas de l'allée, blotti contre un pilier de pierre, se trouvait une forme. Jude ralentit le camion jusqu'à un rampement. « Un cerf » marmonna-t-il. Maverick aboya de nouveau, plus insistant. Jude arrêta complètement le camion, l'inclinant. Il actionna l'interrupteur de ses phares. Les puissantes lumières laides traversèrent la nuit, illuminant la scène avec une clarté brutale. Ce n'était pas un cerf. C'était une fille. Elle était à genoux sur le trottoir, trempée jusqu'aux os, ses cheveux sombres plaqués sur son visage. Elle tremblait si violemment qu'il pouvait le voir à 20 mètres. Elle était recroquevillée sur un paquet dans ses genoux. Alors que Jude regardait, elle pencha la tête vers le bas, ses mouvements frénétiques. Il réalisa avec un choc ce qu'elle faisait. Elle essayait de faire du bouche à bouche à... Quoi? L'instinct protecteur qui le définissait, la partie de lui qui courait vers le chaos, se déclencha. Ce n'était pas normal. Il mit le camion au point mort et sortit par la porte en un mouvement fluide. La pluie frappa instantanément son visage. Il était une silhouette intimidante, se déplaçant avec le silence d'un prédateur malgré sa taille, et il le savait. Luna le vit. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de terreur. Elle vit un grand homme, une ombre se détachant de l'obscurité, se dirigeant vers elle avec détermination. Elle tressaillit, tirant les minuscules chiots mouillés contre sa poitrine, essayant de se faire plus petite. Elle venait d'être chassée par un monstre. Maintenant, un autre approchait. Mais avant que Jude ne puisse dire un mot, Maverick, toujours son partenaire, sauta du côté passager. Ne sentant aucune menace de la fille, seulement une détresse écrasante, le vieux berger trotta en avant. Il contourna Jude, marcha droit vers Luna et gémit, un son bas et doux de préoccupation. Il poussa doucement, expertement, son effroi est mouillé dans le paquet qu'elle tenait. La vue du grand berger allemand en bonne santé brisa la terreur de Luna. Le contraste, cet animal magnifique et fort, et ces 2 bébés mourants, était trop fort. « S'il vous plaît » semble tâter elle, le mot arraché de sa gorge alors qu'elle levait les yeux vers l'homme imposant. « S'il vous plaît, monsieur, ne leur faites pas de mal. » Sa voix était un chuchotement d'enfant contre la tempête. Ce sont des bergers allemands, comme lui. Ils sont en train de mourir.
Ce ne sont que des bébés. Elle les a jetés dehors. Jude s'arrêta. Il prit toute la scène dans un seul instantané dévastateur. Le manoir multimillionnaire sur la colline, ses lumières flamboyantes. La fille, à peine adulte, chassée dans la tempête. Les deux minuscules chiots, immobiles dans ses bras. L'injustice de cela, l'injustice pure, s'installa dans sa poitrine comme de la glace. Il ne demanda pas qui elle était. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne posa pas de questions. Il agit. En un mouvement fluide, Jude dézippe son lourd manteau, celui qui le gardait au chaud et au sec, et le retira de ses épaules, révélant la puissante silhouette en dessous. Il s'avança, s'accroupit devant elle et enveloppa le manteau massif autour de tous, Luna, Bolt et Echo, les enveloppant dans un cocon de toile et de polaire, piégeant sa chaleur corporelle avec la sienne. Puis il se leva et marcha vers la porte passager de son camion, l'ouvrant grand. La lumière chaude du tableau de bord se déversa. Il la regarda. Sa voix était un baryton bas et grave, un son qui résonnait avec autorité. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, mais c'était le son le plus sûr et le plus gentil qu'elle ait jamais entendu. Monte dans le camion. Luna hésita une seule seconde, serrant les chiots. Maintenant, dit Jude de nouveau, plus doucement cette fois, mais pas moins ferme. Elle se leva en titubant, enveloppée dans son manteau, et grimpa dans la chaleur du camion. Maverick sauta sur le siège arrière. Jude ferma la porte doucement, les scellants de la tempête, avant de retourner du côté conducteur. La pluie trompait déjà son enlait. Le trajet fut silencieux, interrompu seulement par le bruit rythmique des essuie-glaces et les faibles respirations râlantes terribles des chiots sur les genoux de Luna. Le camion de Jude était chaud, la cabine scellée contre la tempête, mais Luna frissonnait d'un froid qui était profond jusqu'aux os. Elle était enveloppée dans le lourd manteau de Jude, un article qui semblait l'engloutir entièrement. Ils roulèrent vers le sud, loin de la ligne d'horizon scintillante de Seattle, vers les lumières disciplinées et étendues de la base conjointe Lewis McCord. Jude ne conduisit pas vers la base principale, mais se gara plutôt dans un complexe d'appartements anonymes dans la ville voisine de Lakewood. Le bâtiment était fonctionnel, gris et anonyme. Il se gara dans une place réservée, coupa le moteur, et le silence qui remplit la cabine fut absolu. « Nous sommes arrivés » dit-il. Ce n'était pas une explication, juste un constat. Il la conduisit à un appartement au rez-de-chaussée. Il ne tâtonna pas avec ses clés. Ses mouvements étaient économiques et précis. La porte s'ouvrit sur un espace qui n'était pas une maison. C'était une base d'opération. L'appartement était spartiate, organisé et immaculé. Il y avait un canapé gris, une table basse en métal et une petite cuisine efficace. Aucune photo n'ornait les murs. Aucun désordre ne vivait sur les comptoirs. Cela sentait le nettoyant industriel et la légère odeur métallique d'huile. Jude Scott, réalisa Luna, vivait comme un homme prêt à partir à tout moment. Ici, dit Jude en pointant vers le canapé. Reste. Il disparut dans un court couloir et revint une seconde plus tard avec un étui noir robuste, une trousse médicale de terrain. Il l'ouvrit sur le sol. Ce n'était pas une trousse de premiers soins civils. Elle était remplie de garrots, de pansements compressifs et d'instruments scellés sous vide. Il alluma un petit radiateur électrique puissant, faisant signe à Luna de rapprocher les chiots de la chaleur. Puis il saisit une épaisse couverture en laine olive d'un coffre voisin. « J'ai besoin de ton tablier » dit-il. Luna tressaillit, ses mains allant automatiquement vers ses poches. Elle avait oublié. « J'ai volé ça. » Elle sortit le flacon d'antibiotiques et la boîte de lait maternisé, les tendant comme une confession. « Je suis désolé. » Jude ne la gronda pas. Il ne sembla même pas surpris. Il prit les antibiotiques de sa main, lut l'étiquette et hocha la tête une fois. « Bien, » dit-il, « ils en ont besoin. » Il ignora le lait maternisé pour l'instant. Il était tout à faire. « Maverick, surveille, » commanda-t-il. Maverick, qui les avait suivis à l'intérieur, se coucha immédiatement près du canapé, face à Luna, un gardien silencieux et vigilant. « Tiens, Bolt, » ordonna Jude. « Garde le stable. » Luna regarda, terrifiée, alors que les grandes mains calleuses de Jude, qui semblaient assez fortes pour briser de la pierre, devenaient des instruments d'une douceur impossible. Il prépara une aiguille stérile, la fixa à une poche de fluide de sa trousse, et tenta expertement la polage sur le dos de Bolt. Il administrait des fluides sous-cutanés, une astuce de champ de bataille pour hydrater rapidement un patient quand une 4 était impraticable. Luna resta figée près du radiateur, enveloppée dans le manteau. Elle était submergée par l'intensité de l'homme. Il n'avait pas demandé son nom. Il n'avait pas demandé son histoire. Il agissait simplement.
Son silence était aussi profond que la tempête, et elle ne pouvait pas décider s'il était réconfortant ou terrifiant. Elle enfouit son visage dans le col de son manteau, cherchant refuge. Il sentait la pluie, le cuir et une légère odeur vive qui lui rappelait les feux d'artifice ou la foudre, une odeur propre et métallique qu'elle reconnaîtrait plus tard comme de la poudre à canon. Comme s'il sentait sa détresse, Maverick bougea. Le grand chien se fraya un chemin sous son coude et posa sa tête lourde et chaude fermement sur sa cuisse. C'était un poids solide et réconfortant, une ancre dans sa mer de terreur. Luna laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir, sa main venant se poser sur l'oreille douce du chien. Jude travailla sur Echo, ses mouvements tout aussi précis. Quand il eut terminé, il enveloppa les deux chiots lâchement dans la couverture en laine près du radiateur. Leur respiration sifflante semblait peut-être une fraction moins désespérée. Ce n'est qu'alors qu'il tourna son attention vers Luna. Elle tremblait encore, son uniforme de servante trempé. Il disparut de nouveau et revint avec deux articles, un sweat à capuche bleu marine foncé et une tasse fumante de thé noir. « Bois » dit-il en lui tendant la tasse. C'était un ordre. Elle la prit, ses mains tremblant si fort que la tasse cliqueta. Il n'y avait pas mis de sucre ou de lait. C'était juste chaud, amer et fort. Cela traça un chemin de chaleur dans sa gorge. Il pointa vers une salle de bain voisine. « Va, change. Le sweat est sec. Tes vêtements ne le sont pas. » Luna obéit. Elle s'enferma dans la salle de bain stérile, se débarrassant de l'uniforme mouillé et humiliant. Elle enfila le sweat à capuche de Jude. Il était énorme, tombant presque jusqu'à ses genoux, les manches engloutissant complètement ses mains. Il sentait comme lui, comme le manteau, comme la sécurité. Quand elle revint, la porte de l'appartement s'ouvrait. Luna se figea, son cœur bondissant dans sa gorge. L'homme qui entra n'était pas Jude. Il était plus maigre, avec des traits nets et des yeux intelligents et agités qui prirent la pièce entière en un seul balayage. C'était Cad Ripper Riordan. À 33 ans, il était le coéquipier de Jude, un homme connu pour son pragmatisme cynique et son intellect vif. Il tenait un trousseau de clés. C'était clairement son appartement aussi. Les yeux de Cad scannaient la scène. Jude debout près du comptoir de la cuisine. La couverture en laine près du radiateur avec deux chiots presque morts. Et Luna, se rétrécissant dans le coin, engloutie par le sweat de Jude, ressemblant à un fantôme. Cad s'arrêta net. Il regarda Jude. « Jude, dit Cad, sa voix calme, contrôlée, tranchante. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un problème, dit simplement Jude. Le regard de Cad se fixa sur Luna. « Je vois ça. » Il fit un geste du menton, tirant Jude à quelques pas dans la cuisine, gardant sa voix basse mais tendue. « Qu'est-ce que tu fais? Tu as amené une inconnue dans la planque. Es-tu fou? Nous sommes en congé obligatoire, pas en train de gérer un refuge. Tu sais les problèmes qu'elle pourrait apporter. Jude, nous sommes censés rester discrets. » Luna les regardait, terrifiée. Elle ne pouvait pas entendre les mots, seulement la tension. Jude Scott se redressa de toute sa hauteur. Il regarda son coéquipier, son partenaire, et son expression était inflexible. Il n'éleva pas la voix. Il énonça simplement un fait. « Elle n'est pas un problème, » dit Jude, ses yeux trouvant ceux de Luna à travers la pièce. « Elle est une victime. »« Elle est une victime, » déclara Jude, sa voix un grondement bas qui traversa la tension dans la pièce. Cad Ripper Riordan, son coéquipier et ami, se passa une main sur le visage. Cad, avec ses traits nets et son énergie agitée, était l'analyste de l'équipe, l'homme qui voyait 3 coups d'avance. Et là, il voyait un cauchemar tactique. Une victime qui connaît notre emplacement. Jude. Une victime qui est une responsabilité. Ce n'est pas notre combat. Notre combat est là-bas. Ça, il fit un geste vers Luna et les chiots. C'est compliqué. Ce n'est pas? Jude commença, sa posture inflexible. Il fut interrompu, non pas par Cad, mais par un son qui fit taire les 2 soldats endurcis. C'était un halètement étouffé et humide, suivi d'un terrible silence, puis un faible tambourinage raide. Luna cria. « Bolt !» Elle se précipita vers la couverture en laine. Le plus petit chiot, Bolt, était rigide. Son dos était arqué, ses minuscules pattes donnant des coups dans un spasme rythmique et non naturel. Un petit filet de moustache était ses lèvres. Il convulsait. En 1 seconde, l'argument était terminé. Jude était en mouvement. Il était aux côtés de Luna, ses mains évaluant le minuscule corps rigide. Il vit la teinte bleue des gencives du chiot. Hypoxie. La pneumonie gagnait. Sa médecine de terrain était pour les traumatismes, pour les blessures par balles et les os cassés, pas pour la défaillance complexe et délicate d'un animal de 6 semaines.
Ses compétences étaient inutiles ici. Il regarda Cad. Les clés? Maintenant. Tu conduis. Cad n'argumenta pas. Le pragmatique vit la nouvelle mission. Il saisissait déjà ses clés du bol près de la porte. Luna, la voix de Jude était un ordre tranchant, la tirant de sa terreur figée. Prends Echo. Enveloppe-le. Ne le laisse pas avoir froid. Elle hocha la tête, ses yeux écarquillés de panique, ramassant l'autre chiot plus faible. Jude, ses grandes mains impossiblement douces, ramassa Bolt qui convulsait, l'enveloppant dans l'épaisse couverture en laine. Vétérinaire d'urgence Régnier, lança-t-il à Cad. Vas-y. Ils étaient dehors en moins de 10 secondes, un tourbillon de précision militaire concentré. Cad prit le siège conducteur du camion, le moteur rugissant à la vie. Jude ouvrit la portière arrière de la cabine étendue. Monte, ordonna-t-il à Luna, l'aidant au centre de la banquette arrière. Il grimpa à côté d'elle, plaçant Bolt encore tremblant sur ses propres genoux, cocoon dans la couverture. Maverick, sentant l'urgence, sauta de l'autre côté du siège arrière, un sentinelle silencieux et haletant. Les portières claquèrent. « Bouge, Reaper !» dit Jude. Cad écrasa l'accélérateur. Le camion jaillit de la place de parking, les pneus crissant sur le trottoir mouillé. « C'est un cirque ?» Jude marmonna Cad, ses yeux passant entre la route, les rétroviseurs et le rétroviseur. Un cirque trompé à 3 pistes. « Conduis juste !» dit Jude. Il était assis à côté de Luna dans l'obscurité, un mur solide de muscles et de résolution. Elle tremblait, serrant Echo contre sa poitrine, chuchotant des prières sous son souffle. Le camion était chaud, mais Luna était enfermée dans un froid profond. Cad conduisait comme le professionnel qu'il était, rapide, efficace, naviguant dans les rues glissantes de pluie avec une précision agressive. Il prit un virage serré, visant une ouverture dans le trafic, et heurta un nid de poule profond et inévitable. Le camion tangua violemment. Luna, petite et légère, fut projetée sur le côté, sa tête visant directement le cadre de porte en plastique dur. Elle cria, ses bras se resserrant instinctivement autour d'Echo. Elle ne le heurta jamais. Le bras de Jude jaillit, rapide comme la frappe d'un serpent. Ce n'était pas un geste doux. C'était un réflexe, une interception. Son avant-bras cala son épaule, sa main se refermant, la stabilisant. Son bras était une barre d'acier, la maintenant en place, absorbant l'élan. Luna se figea, son souffle se bloquant. Elle était soudainement complètement enveloppée par sa présence. Son bras en travers de ses épaules. Son côté pressé contre le sien. La pure puissance solide de lui était écrasante. « Je te tiens » dit-il, sa voix une vibration basse près de son oreille. Ce n'était pas un réconfort. C'était un fait. Il l'avait. Elle ne tombait pas. Une étrange chaleur inconnue inonda sa poitrine, repoussant le froid juste un instant. Elle hocha la tête, incapable de parler, sa joue frôlant presque le tissu rugueux de son enlait. Il maintint son bras là un battement plus long, s'assurant qu'elle était équilibrée avant de le retirer. 10 minutes plus tard, Cad fit déraper le camion jusqu'à un arrêt sous le portique lumineux et bourdonnant de la clinique vétérinaire d'urgence Régnier. Jude sortit en premier, Bolt dans ses bras. Il poussa à travers les portes vitrées. « À l'aide !» cria-t-il, sa voix commandant l'attention. Un jeune homme en blouse bleue, un technicien vétérinaire nommé Ben, leva les yeux du bureau, ses yeux écarquillés. « Monsieur, vous devez ?» « Berger allemand de 6 semaines, » dit Jude en le coupant, toute communication tactique. Il posa le chiot sur le comptoir. « Ne réponds pas. Convulsion pendant les 10 dernières minutes. Pneumonie avancée suspectée. Les gencives sont cyanosées. » Une femme en blouse blanche se précipita de l'arrière. C'était le docteur Amanda Evans, la vétérinaire de nuit, une femme aux yeux perçants avec des lignes fatiguées autour de la bouche mais des mains rapides et compétentes. Elle jeta un coup d'œil à Bolt et passa à l'action. « Ben, amène-le en traitement 2. Commence l'oxygène. Prépare-moi une injection de Valium et un cathéter. Maintenant. » Elle regarda Jude. « Je reviens. » Elle disparut avec Bolt. Luna et Cad entrèrent en titubant après Jude. La salle d'attente était stérile et trop lumineuse, sentant l'antiseptique et la peur. Jude se tenait près du comptoir, rigide, fixant la porte réservée au personnel par laquelle Bolt avait disparu. Cad faisait les 100 pas près de la fenêtre, marmonnant à propos de la violation de la sécurité opérationnelle. Luna resta simplement debout, tremblante, serrant Echo. Quelques minutes plus tard, le docteur Evans revint. Il est stabilisé. Nous avons arrêté la convulsion et il est dans une tente à oxygène. C'est grave, monsieur. Scott, dit Jude. Jude Scott. Monsieur Scott.
Ses poumons sont dans un état terrible. Nous faisons tout notre possible. Je dois prendre celui-ci aussi. Elle pointa à Echo. Il a besoin d'antibiotiques préventifs et de chaleur. Ben va prendre vos informations. Luna remit Echo à contre-cœur. La pièce sembla vide. L'adrénaline se vida, laissant Luna étourdie et malade. J'ai besoin des toilettes, chuchota-t-elle à Jude. Dans le couloir à gauche, dit le technicien Ben sans lever les yeux de son ordinateur. Luna hocha la tête, marchant sur des jambes instables dans le couloir indiqué. Elle trouva le panneau pour les toilettes. La porte était à côté d'une autre porte marquée « Bureau privé ». Elle était légèrement entr'ouverte. Alors qu'elle tendait la main vers la poignée des toilettes, elle entendit une voix de l'intérieur du bureau. Une voix qu'elle connaissait. Ce n'était pas le docteur. C'était la voix lisse, froide et chère de M. Jennings, l'avocat personnel de la famille Thorne. « Je me fiche de ce que ça prend, docteur, » disait Jennings, sa voix basse et menaçante. « Je suis ici au nom de M. Marcus Thorne. Ces animaux sont une responsabilité. Ils doivent être éliminés discrètement. » Luna se figea, sa main sur sa bouche. Elle entendit la voix du docteur Evans, tendue. « Monsieur Jennings, je suis un médecin pour animaux. Je ne peux pas simplement les éliminer. Celui-ci est critique, mais l'autre pourrait survivre. » « Alors laisse celui qui est critique mourir, » claqua Jennings. « Trouve une raison. Quant à l'autre, une simple erreur. Une surdose de sédatifs. Ces choses arrivent. Le don annuel de la famille Thorne à cette clinique est substantiel. Ce serait dommage de le voir réaffecté. » Il y eut une pause lourde. Et la fille demanda le docteur Evans, sa voix petite. « Ça, » dit Jennings, sa voix devenant plus soyeuse, « c'est la meilleure partie. Vous écrirez dans le rapport que les chiots ont été amenés souffrant de négligence aiguë, possiblement exposés à la rage. Quelque chose de contagieux. Quelque chose qui a pour originelle. La fille est une employée mécontente et instable. Ce rapport assurera qu'elle soit prise en charge. » Luna sentit le sol se dérober sous elle. Ils n'essayaient pas seulement de tuer les chiots. Ils essayaient de la détruire, elle. Elle recula, haletante, et trébucha dans la salle d'attente. Jude et Cad levèrent les yeux. Son visage était cendré, ses yeux écarquillés d'une nouvelle horreur profonde. Elle courut directement vers Jude, attrapant son bras. Ils essaient de les tuer, s'étrangla-t-elle à elle. Il est là, l'avocat. Il est dans ce bureau. Il vient de dire au docteur de les tuer. Il a dit de laisser Bolt mourir. Les mots de Luna restèrent suspendus dans l'air stérile et antiseptique de la salle d'attente, tranchants et dévastateurs. Il a dit de laisser Bolt mourir. Pendant une longue seconde, Jude et Cad, Ripper, Riordan la fixèrent simplement. Cad, qui avait fait nerveusement les 100 pas, s'arrêta. Son corps entier devint immobile. Le cynisme, l'agacement, la praticité, tout disparut, remplacé par une concentration froide et tranchante qui était bien plus effrayante. « Redis ça, » dit Cad, sa voix calme. « L'avocat, Monsieur Jennings, » sanglota Luna en attrapant aussi le bras de Cad. « Il est de la famille Thorne. Il est dans le bureau. Il paie le docteur pour les tuer. Il a dit de dire que j'avais la rage ou quelque chose. Pour me détruire. » Cad et Jude échangeaient un regard. C'était un coup d'œil qui contenait une décennie de combats partagés, un transfert d'informations silencieux et instantané. La responsabilité dont Cad s'était inquiété venait de devenir la cible. Le problème civil compliqué venait de devenir une menace active. Ripper était pleinement engagé. « Jude, » dit Cad, sa voix coupée et précise. « Reste ici. Tu es le gardien. Ne laisse pas ce docteur ou cet avocat approcher les chiots. Ne laisse pas cette fille hors de ta vue. Tu es son ancre. Compris ? » « Compris, » répondit Jude, sa propre expression se durcissant. « Je passe en mode furtif, » dit Cad. Il remonta le col de sa veste, ses yeux perçants scannant déjà le hall pour les caméras de sécurité. « Je vais être dans le camion. Je lance le renseignement. Ce n'est pas juste un intimidateur riche. C'est une conspiration. C'est un crime. » Il regarda Luna, son regard n'étant plus cynique mais tranchant comme un rasoir. « Tu as bien fait, gamine. Maintenant, reste avec lui. » Cad était sorti et parti, se fondant dans la nuit balayée par la pluie. La salle d'attente redevint silencieuse, mais l'atmosphère avait changé. Jude se tourna vers Luna. Elle vibrait de choc, ses mains plaquées sur sa bouche, l'horreur de la trahison, la réalisation qui n'était pas seulement cruelle mais activement malveillant, avait percé son adrénaline. « Luna, » dit Jude. Il utilisa son nom pour la première fois, sa voix un grondement bas et ancrant. Elle leva les yeux.
ses yeux écarquillés et ne voyant rien. « Respire !» Il la prit doucement par le coude et la guida vers une chaise en plastique dur dans le coin, loin de la porte. « Assieds-toi. Ne bouge pas de cet endroit. » Elle obéit, s'enfonçant sur la chaise, son corps se repliant sur lui-même. Il vit le choc en elle, le froid profond et glacé qui n'avait rien à voir avec la pluie. Il marcha vers le coin de la salle d'attente où un distributeur automatique bourdonnait. Il y glissa quelques billets froissés et un instant plus tard, un gobelet en papier de chocolat chaud tomba. Il le ramena vers elle, pressant le gobelet chaud dans ses mains glacées et tremblantes. « Bois », commanda-t-il, tout comme il avait fait avec le thé. Luna fixa le gobelet. Elle leva les yeux de la boisson chaude vers son visage. Elle vit les lignes dures de sa mâchoire, la concentration absolue dans ses yeux gris-mers. Il ne l'avait pas seulement sauvée de la pluie. Il n'avait pas seulement sauvé les chiots. Il la sauvait maintenant de cette nouvelle terreur consumante. Il était son bouclier. « Merci » chuchota-t-elle, sa voix épaisse de larmes. « Merci, Jude. » C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Il fit un seul hochement de tête court, son regard s'adoucissant presque imperceptiblement. « Juste, Jude, » affirma-t-il, comme s'il scellait un pacte. « Maintenant, je dois parler au docteur. » Il la laissa dans le coin et marcha vers la porte réservée au personnel. Il ne frappa pas. Il la poussa simplement et se tint dans l'embrasure, sa seule taille bloquant la lumière du couloir. Dans le couloir, il vit l'avocat, Jennings, un homme en costume à $1000 avec un visage pâle et gras, tendant une carte de visite au docteur Evans. Le docteur, Amanda Evans, semblait pâle et secoué. Docteur Evans. La voix de Jude traversa le couloir. Ils sursautèrent tous les deux, se retournant pour lui faire face. L'avocat, Jennings, se recomposa instantanément, lissant la veste de son costume, son expression affichant un ennui arrogant. Jude l'ignora. Ses yeux étaient verrouillés sur la vétérinaire. Il ne cria pas, il ne menaça pas. Il parla simplement, et sa voix était froide, calme et lourde de menaces non dites. « Mon nom est Jude Scott. Ces 2 chiots, Bolt et Echo, sont sous ma garde. Vous allez fournir toutes les mesures de sauvetage disponibles. Vous n'épargnerez aucune dépense. Vous remplirez vos devoirs en tant que médecin. Je serai ici, dans cette salle d'attente, jusqu'à ce qu'il soit stable et prêt pour la sortie. Ai-je été compris? » Le docteur Evans regarda du regard inflexible de Jude au visage suffisant de l'avocat. Elle était piégée. « Monsieur, nos procédures sont... » Commença-t-elle. « Ai-je été compris ?» répéta Jude, sa voix descendant d'une demi-octave, résonnant avec une puissance qui semblait faire vibrer l'équipement stérile sur les comptoirs. Le docteur Evans déglutit, son courage se brisant. « Oui, compris. Ils recevront les meilleurs soins possibles. »« Bien. » Le regard de Jude se posa sur l'avocat. Il ne lui dit pas un mot. Il le regarda simplement, un regard plat, dédaigneux et totalement final, avant de se retourner et de retourner dans la salle d'attente. L'avocat Jennings le regarda partir, son sourire arrogant vacillant pour la première fois. Jude reprit son poste, se tenant près de la chaise de Luna comme une sentinelle. Il ne s'assit pas. Il se tint debout, les bras croisés, un gardien silencieux et inamovible. 1 heure passa. Elle sembla durer toute une vie. Luna sirota le chocolat chaud, la chaleur et le sucre la tirant lentement du bord du choc. Finalement, les portes de la clinique s'ouvrirent à nouveau. Cad, Ripper, Riordan revint. L'homme qui était parti était agité. L'homme qui revint était en feu. Ses yeux brillaient d'une intensité prédatrice et glaçante. Il marcha directement vers Jude, tenant son ordinateur portable. « Jude, nous avons un problème majeur. » Il garda sa voix basse. Il tourna l'ordinateur. L'écran était rempli de données. Marcus Thorne. Ce n'est pas juste un éleveur amateur. Il dirige une énorme usine à chiots bergers allemands non enregistrés depuis ses propriétés. On parle de centaines de milliers de dollars. Tout en liquide. Tout hors des livres. Évasion fiscale à grande échelle. Il cliqua sur un autre fichier. Et ça, c'est la bonne partie. C'était une liste de noms. Il tue systématiquement des chiots défectueux depuis des années. On ne parle pas d'euthanasie humaine. On parle de noyade, d'exposition, peu importe ce qui est le moins cher. Luna fit un petit saut malade et Jude posa une main stabilisante sur son épaule. Mais là, dit Cad, son doigt tapant l'écran, là c'est le coup mortel. Il a des amis. J'ai vérifié Jennings. J'ai vérifié Thorne. Ils ont des connexions profondes. Spécifiquement, il pointa à un nom.
Ils ont le capitaine du commissariat local de Seattle PD sur leur liste de paix. Des dons réguliers et intraçables à son fonds communautaire. Le poids de la situation s'abattit sur eux. Ce n'était pas juste un homme riche et cruel. C'était une entreprise criminelle protégée. La police était compromise. Cad regarda Jude, ses yeux brillants dans la lumière fluorescente dure. Ils ne l'ont pas juste jeté dehors pour être cruel, Jude, dit Cad, sa voix un chuchotement bas et dangereux. Ils l'ont jeté parce qu'elle savait. Ces chiots, il hocha la tête vers l'arrière, ce ne sont pas que des patients. Ce sont des preuves. Et cette fille, il regarda Luna, est le seul témoin. Il ferma l'ordinateur. Ce n'est plus une question de sauver des chiots. C'est une opération. C'est une opération. La voix de Cad était une ligne plate et dure dans la brillance stérile de la clinique vétérinaire. La concentration de Jude passa des renseignements sur l'ordinateur à la porte réservée au personnel. « Fais-les sortir » dit-il à Cad. « Maintenant » Cad hocha la tête, se déplaçant déjà. Luna, son esprit tournoyant de la révélation que la police elle-même faisait partie de la conspiration, regarda Jude avec une pure terreur absolue. « Jude, la police. Nous ne pouvons pas. Où pouvons-nous aller ?»« Nous ne fuyons pas. » dit Jude, sa voix une encre basse et stable dans sa panique. Il posa une main sur son épaule. Pas doucement, mais fermement. Un geste d'ancrage. Nous retournons à l'appartement. C'est une position fortifiée. Nous avons l'avantage là-bas. Cad revint, son visage figé dans un masque sombre. Le docteur Evans est coopératif. Jenny est partie précipitamment. Elle prépare les papiers de sortie et un transporteur. Bolt est stable, mais il a besoin d'oxygène ce soir. Elle nous donne une bonbonne portable. Quelques instants plus tard, il bougeait. Une formation tactique serrée. Jude portait la petite bonbonne d'oxygène et les fournitures médicales. Luna, ses mains tremblantes, portait le petit transporteur chaud où Bolt et Echo étaient nichés, respirant plus facilement. Cad marchait en tête, scannant le parking, sa main jamais loin de sa veste. Maverick, qui avait attendu dans le camion, était maintenant en haute alerte, sa tête pivotant, sentant la tension de ses maîtres. Le trajet de retour à la planque fut silencieux, un cocon de tension à enjeux élevés. Cad conduisait, ses yeux vérifiant constamment les rétroviseurs. De retour dans l'appartement, l'atmosphère n'était plus spartiate. Elle était chargée. C'était une forteresse sur le point d'être assiégée. « Reaper » dit Jude. « Je m'en occupe » répondit Cad. Il alla vers un panneau derrière un tableau anonyme révélant un petit serveur high-tech. Il commença à taper sur un clavier, ses doigts volants. J'active les caméras d'entrée. Audio et vidéo. Tout est téléchargé sur un serveur hors site sécurisé. S'ils entrent, nous avons un enregistrement. Jude, pendant ce temps, installa la bonbonne d'oxygène dans le salon, créant un petit nichot pour les chiots sur le canapé. Luna resta simplement au milieu de la pièce, se sentant petite et inutile, le transporteur serré dans ses mains. Les hommes qui l'avaient sauvée se préparaient maintenant à une guerre à cause d'elle. La peur était si froide qu'elle était paralysante. Elle commença à trembler, le transporteur tremblant dans sa poigne. Jude le vit. Il arrêta ce qu'il faisait et s'approcha d'elle. Il se tint directement devant elle, la forçant à lever les yeux. Il était une montagne, solide et immobile. « Luna » dit-il. Son nom, et c'était un ordre pour toute son attention. Elle rencontra ses yeux gris-mers, les siens écarquillés de peur. « Ils viennent » dit-il. Ce n'était pas une supposition. C'était un fait. Ils sont corrompus et ils sont désespérés. Et ils utiliseront leur pouvoir pour arriver jusqu'à toi. Mais ils ne réussiront pas. Il posa une grande main calleuse sur son épaule. Tu resteras derrière moi. Tu ne parleras pas. Tu me laisseras gérer ça. Personne, dit-il, sa voix descendant, son regard brûlant d'un feu protecteur qu'elle n'avait jamais vu, ne te touchera. Je te le promets. Luna le fixa. C'était la promesse la plus profonde que quiconque lui ait jamais faite. C'était un vœu d'un homme qui ne savait pas les rompre. Elle fit un seul hochement saccadé, sa gorge trop serrée pour parler. Elle prit une profonde respiration, serrant le transporteur, et se déplaça vers l'endroit qu'il avait indiqué, derrière la ligne de son large dos. 1 heure passa. Les seuls sons étaient la pluie, le bourdonnement de la bonbonne d'oxygène et le tapotement du clavier de Cad. Puis ça arriva, un coup lourd et martelant sur la porte. Ce n'était pas un coup poli. C'était une exigence. Police de Seattle. Ouvrez la porte. Jude fit signe à Maverick. Le chien, qui avait été allongé près du canapé, se leva silencieusement et se dirigea vers la porte,
se tenant au talon gauche de Jude. Jude regarda Luna une fois de plus. Reste. Il marcha vers la porte. Il ne regarda pas par le judas. Il l'ouvrit simplement. Il ne l'ouvrit pas complètement. Il l'ouvrit de 15 centimètres, son corps vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean remplissant l'espace. Il était un mur solide de muscles et de résolution. Dans le couloir se tenaient 3 hommes. 2 étaient des officiers de patrouille en uniforme, jeunes et visiblement nerveux. Le 3e était le chef. C'était un homme grand dans la fin de la cinquantaine, son visage charnu et rouge, un costume froissé échouant à cacher sa corpulence. Son badge indiquait Capitaine Wade. Ses yeux étaient impatients et tenaient le regard plat et mort d'un homme à l'aise avec sa propre corruption. Jude Scott, exigea Wade, sa main déjà sur sa ceinture. « Je suis Jude Scott », répondit Jude, sa voix calme et égale. « Nous avons un mandat d'arrêt pour une certaine Luna Davis sous charge de vol qualifié, dit Wade en tenant un papier, et un mandat secondaire pour saisir des biens volés. Nous savons qu'elle est ici. Pousse-toi, fiston. » Jude ne bougea pas. Derrière sa jambe, Maverick laissa échapper un grondement bas et vibrant, un son comme du gravier roulant dans une boîte. « Capitaine Wade, dit Jude, son ton respectueux mais ses yeux comme de la glace. Je vois votre mandat. Cependant, je suis en statut de service actif avec la marine des États-Unis. Cet appartement est ma résidence désignée. La personne que vous cherchez est actuellement sous ma protection. » Le visage de Wade devint pourpre. « Je me fiche que tu sois le Père Noël, fiston. C'est une affaire civile. Tu fais obstruction à la justice. » « Non, monsieur, contre Jude, sa voix ne s'élevant jamais. C'est maintenant une affaire militaire. Vous tentez d'entrer dans la résidence d'un SEAL en service actif sans la juridiction appropriée, basée sur ce que j'ai des raisons de croire être un mandat frauduleux. J'invoque donc respectueusement mon droit à un conseil juridique. » Wade ricana. « Tu appelles un avocat? Je contacte le bureau JAG. Dit Jude. Base conjointe Louis McCord. Je suis sûr qu'eux et mon commandant seront très intéressés de savoir pourquoi un capitaine de commissariat local tente de harceler un membre du SEAL Team 3. Les 2 jeunes officiers derrière Wade reculèrent simultanément d'un pas. Le mot « SEAL » et « JAG » restèrent suspendus dans l'air comme une grenade dégoupillée. Ce n'était plus une simple arrestation. Wade était piégé. Il savait, et Jude savait, qu'il ne pouvait pas forcer son entrée. Il ne pouvait pas risquer la tempête interdépartementale, massive qui s'abattrait si ce soldat disait la vérité. Et toute la présence de Jude, Scott criait qu'il disait la vérité. « Tu fais une erreur, Scott », cracha Wade, pointant un doigt épais. « Tu caches une criminelle. »« Et vous êtes sur mon pas de porte, capitaine », répondit Jude. « Passez une bonne nuit. » Il ferma lentement et délibérément la porte au visage furieux du capitaine de police. Le bruit sourd du pêne dormant glissant dans son logement résonna dans l'appartement silencieux. Jude se retourna. Luna était pâle, ses jointures blanches sur la poignée du transporteur. Maverick s'assit, regardant Jude pour son prochain ordre. De la cuisine, Cad laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, c'était la phase 1, dit-il en se retournant de son ordinateur, un petit sourire froid sur son visage. Le flux vidéo de la caméra du couloir était parfaitement clair. Tu as officiellement attiré leur attention. Maintenant, nous passons à l'offensive. Les mots de Cad restèrent suspendus dans l'air, chargés de l'ozone de la tempête à venir. L'appartement, qui avait été une position défensive, devint instantanément un centre de commandement. « Wade reviendra », déclara Jude, sa voix plate. Il se déplaçait déjà, vérifiant les verrous des fenêtres. Il a été humilié et son maître payeur est désespéré. Il obtiendra un nouveau mandat, un plus gros. Nous avons une fenêtre limitée. « D'accord », dit Cad, déjà sur son ordinateur portable. « Nous ne pouvons pas aller à la police de Seattle. Nous ne pouvons pas aller à l'État. Nous devons aller au fédéral. Nous coupons la tête du serpent. »« Qui as-tu » demanda Jude. « Sandoval », dit Cad en tapant, un rare sourire mince sur son visage. « Marc Sandoval. Tu te souviens de lui de l'équipe 5 ? Il est passé du côté obscur. FBI. » Jude hocha la tête, comprenant. Bon choix. Il a toujours détesté les intimidateurs. Il dirige une force opérationnelle régionale. Cruauté animale. Crime organisé. C'est exactement sa spécialité. Pendant que Cad travaillait, Jude se tourna vers Luna. Elle était recroquevillée sur le canapé, le transporteur avec les 2 chiots endormis à ses pieds. Elle ne pleurait plus, mais une peur froide et pierreuse s'était installée sur ses traits. « Luna,
dit Jude, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait entendue. Il s'accroupit devant elle, la forçant à rencontrer son regard. Tu as été courageuse. Maintenant, j'ai besoin que tu sois intelligente. Elle hocha la tête, ses yeux fixés sur les siens. Wade et l'avocat, Jennings, ils vont dire que tu es une menteuse, une employée mécontente et voleuse. Ils diront que tu as inventé toute cette histoire pour te venger ou pour de l'argent. Il se pencha, son intensité étant une force physique. Je te crois, Cad te croit, mais nous devons le prouver. Nous avons besoin de quelque chose de plus que juste ta parole. As-tu vu quelque chose? N'importe quoi du tout? Le souffle de Luna se bloqua. Elle repensa au grenier sombre et moisi, aux interminables jours de nettoyage, à la peur. Il gardait un livre, chuchota-t-elle. Madame Thorne disait toujours de ne jamais toucher au registre du maître. C'était dans son bureau privé. Je devais le dépoussiérer une fois par semaine. Un registre, dit Jude, ses yeux s'aiguisant. Je n'étais pas juste une servante, confessa Luna, la honte colorant ses joues. Parfois, quand sa secrétaire était absente, il me faisait écrire dedans. Il disait que j'avais une belle écriture. Des dates, des chiffres, des comptes de chiots et des noms. Je ne comprenais pas ce qu'ils étaient. Je le faisais juste. J'avais tellement peur de lui. C'était ça. Mais j'avais aussi peur, continua-t-elle, une nouvelle force dans sa voix, qu'il me blâme si quelque chose tournait mal. Il était toujours en colère. Elle plongea sa main dans la poche du jean que Jules lui avait donné, celui qu'elle portait en sortant de la clinique. Elle sortit un téléphone bon marché à dos plastique, son écran fissuré. J'avais ça. Mon vieux téléphone. J'ai pris des photos. Elle l'alluma. La batterie était presque morte, mais l'écran s'illumina. Elle ouvrit la galerie. Elles étaient là, page après page d'un registre manuscrit. Des colonnes de dates, de noms et de montants en liquide à 5 chiffres. C'était un enregistrement détaillé d'une entreprise criminelle illégale de plusieurs millions de dollars. Luna, respira Jude, sa voix remplie d'un nouveau respect profond. Tu n'as pas seulement survécu, tu as riposté. Jude, j'ai Sandoval, à placade. Jude amena Luna et le téléphone au bureau. Ripper, elle là, la preuve qui tue. Les yeux de Cad s'écarquillèrent alors qu'il voyait les photos. Gamine, dit-il, sa voix rauque d'admiration, tu es une analyste de renseignements née. Il se tourna vers son écran où le visage d'un homme dans la quarantaine avec la même immobilité prédatrice que Jude et Cad, mais portant un polo marqué FBI, les regardait. C'était l'agent Mark Sandoval. Mark, dit Cad sans perdre de temps, rencontre Luna Davis. Elle est témoin et elle a les clés du royaume. Je t'envoie un fichier. Crypté. C'est le registre complet de l'opération d'élevage illégal de Marcus Thorne. Date. Transaction en liquide. Et je suis prêt à parier quelques noms que tu reconnaîtras. Nous cherchons Thorne depuis 1 an. La voix de Sandoval était un râle grave. Trafic. Évasion fiscale. Nous ne pouvions juste pas entrer à l'intérieur. Tu me donnes l'intérieur. Nous te donnons aussi un flic corrompu. Coupa Jude en entrant dans le cadre. Capitaine Wade. Police de Seattle. Il est sur la liste de paix de Thorne. Il était juste ici avec un mandat bidon. Il reviendra. L'expression de Sandoval se transforma en granit. Un flic corrompu. Ça accélère le calendrier. Je bouge maintenant. Il regarda Cad. Ripper, tu peux tenir cette position? J'arrive dans 90 minutes. Et j'amène l'équipe complète. Nous tiendrons, dit Jude. Bien. Et Cad? Ouais. Ne casse pas la police locale, dit Sandoval, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. Ça fait trop de paperasse. L'écran devint noir. L'heure suivante fut la plus longue de la vie de Luna. L'appartement était un réservoir sous pression. Cad surveillait son flux de sécurité. Jude s'occupa des chiots, ses mouvements calmes et méthodiques. Il montra à Luna comment vérifier la petite bonbonne d'oxygène pour Bolt, sa grande main guidant la sienne sur le régulateur. Tu vois? Garde-la juste dans le verre. Il respire mieux. C'est un battant. Comme toi. Cet éloge calme et simple réchauffa Luna plus que le chocolat chaud ne l'avait fait. Puis l'inévitable. Un boom lourd résonna de la porte d'entrée. Pas un coup de pied. Police de Seattle. Ouvrez la porte. La voix du capitaine Wade, amplifiée par un mégaphone, était épaisse de rage. Nous avons un mandat judiciaire. Ouvrez la porte ou nous forcerons l'entrée. Cad vérifia son flux. Il ne bluffe pas. Il a une équipe complète et un bélier. Jude hocha la tête.
Il regarda Luna. Va dans la chambre du fond. Ferme la porte à clé. Reste basse. Non, dit-elle en serrant le transporteur maintenant vide. Je resterai avec Bolt et Echo. Jude vit la résolution en elle. D'accord. Contre le mur du fond. Derrière le canapé. Maintenant. Elle se précipita, se nichant avec les chiots, se faisant petite. Goum! Le cadre de la porte se fendit. Jude et Cad prirent des positions de flanc de chaque côté de l'entrée. Ils n'étaient pas armés, mais ils étaient prêts. Maverick se tenait à côté de Jude, ses dents découvertes, un grondement bas et terrifiant émanant de sa poitrine. Goum! Les charnières crièrent. Wade, son visage pourpre, était sur le point de donner l'ordre final. Un coup de plus. FBI, FBI, tous les officiers, abaissez vos armes, mains sur la tête, éloignez-vous de cette porte. L'ordre explosa de plusieurs mégaphones dans le couloir, absolu. Le bélier s'arrêta. Des cris confus et étouffés vinrent du couloir. La porte de l'appartement, déjà cassée, fut poussée, mais pas par Wade. L'agent Mark Sandoval, maintenant en gilet tactique complet avec FBI inscrit en jaune, entra en force, arme de poing tiré mais pointée vers le sol. Il était suivi par une douzaine d'autres agents, un flot de puissance fédérale professionnelle. Sandoval ignora Jude et Cad, ses yeux se verrouillant sur le visage stupéfait et furieux du capitaine Wade dans le couloir. « Capitaine Wade !» aboya Sandoval. « Vous devez rendre votre arme. Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant une enquête fédérale sur la corruption publique. » Le visage de Wade passa du pourpre à un blanc pâteux et malade. Sandoval se tourna, ses yeux perçants trouvant Cad. « Reaper ?» dit-il en donnant un seul hochement de tête. « Tu sais certainement comment organiser une fête. » Il regarda ensuite Jude. « Scott, content de te voir. » Il rangea son arme. « Ton renseignement était solide. Le paquet que tu as envoyé, c'était tout ce dont nous avions besoin. Nous avons obtenu du juge qu'il signe un mandat sans frappe préalable sur le complexe Thorne. Mon autre équipe le frappe en ce moment même. » Alors qu'il parlait, la scène changea. À Magnolia, sous la même pluie interminable, Marcus Thorne déchiquetait frénétiquement des documents dans son bureau. Eleanor, en robe de soie, jetait des ordinateurs portables dans la piscine intérieure. Les portes de leur manoir explosèrent et une équipe fédérale envahit les lieux. FBI, main en l'air. De retour dans l'appartement, Sandoval regarda Luna qui regardait par-dessus le canapé, ses yeux écarquillés. « C'est fini, mademoiselle, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Nous les avons eus. La justice est rendue. » Les conséquences du raid furent une tempête calme et contrôlée. Des agents fédéraux de la force opérationnelle de Mark Sandoval se déplacèrent dans l'appartement, leur travail méthodique, leur voix basse. Le capitaine Wade et ses officiers étaient partis, avalés par le système de justice fédérale. Luna donna sa déposition à l'agent Sandoval, sa voix calme et ferme, sa mémoire claire. Elle était assise sur le canapé, jouie d'une présence solide et immobile à ses côtés, alors qu'elle racontait tout, du moment où elle avait vu pour la première fois les chiots malades à la voix de l'avocat dans la clinique. Cad fournit les preuves numériques, l'audio et la vidéo propre et accablante de la tentative de violation de Wade et les photos de Luna du registre. C'était, comme le dit l'agent Sandoval, un dossier en béton armé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. L'opération d'élevage Thorne devint le plus grand scandale à frapper l'élite de Seattle depuis une décennie. Les médias, flairant l'hypocrisie et les arrestations très médiatisées, furent impitoyables. Marcus et Eleanor Thorne, icônes de la philanthropie, furent révélés comme des opérateurs criminels froids, accusés de dizaines de chefs d'accusation de cruauté animale, d'évasion fiscale et de conspiration. Leurs avocats coûteux ne purent arrêter l'avalanche de preuves que Luna avait fournies. Luna, la fille qu'ils avaient jetée comme des ordures, était maintenant le témoin clé. Elle fut placée sous protection fédérale, déplacée de l'appartement de Jude vers un hôtel sécurisé pendant qu'elle témoignait devant un grand jury. Toutes les charges contre elle furent, bien sûr, abandonnées. Elle n'était plus une voleuse. Elle était une survivante. Un mois plus tard, la tempête était passée, laissant un nouveau paysage dans son sillage. Luna emménagea dans un petit appartement d'une chambre dans un quartier calme de Tacoma, loin de la richesse froide de Magnolia. C'était simple, propre et, pour la première fois de sa vie, c'était le sien. Le loyer était payé pour les 6 premiers mois par un fonds de protection des témoins, mais elle était déterminée à se tenir debout sur ses propres pieds. Elle trouva un travail, pas comme servante, mais comme soignante. Jude avait passé un seul appel téléphonique, utilisant une connexion qu'il avait.
Il écrivit une lettre de recommandation pour elle. Elle était courte, seulement 3 phrases, mais elle était écrite sur du papier en tête officielle et signée par un homme dont le nom portait un poids silencieux et non dit. Elle fut embauchée instantanément au second champ Shepherd Rescue, l'installation même qui avait accueilli les 42 bergers allemands saisis du complexe Thorn. Sa vie trouva un nouveau rythme. Elle n'était plus invisible. Elle passa ses journées à travailler avec des animaux qui étaient comme elle, apprenant à faire de nouveau confiance. Elle nettoyait les chenils, nourrissait, et surtout, s'asseyait avec les chiens qui avaient trop peur pour sortir des coins. Sa présence petite et calme était un baume pour leur traumatisme. Elle les guérissait, et ce faisant, elle se guérissait elle-même. La meute, comme il l'appelait, commença à se stabiliser. Cad, Reaper, Riordan, l'homme qui avait vu Luna comme une responsabilité, se présenta au refuge un mardi pluvieux. Il marcha dans les rangées de chenilles, son expression indéchiffrable, jusqu'à ce qu'il trouve Echo, le plus fort des 2 chiots. Echo avait récupéré rapidement, un chiot intelligent, autoritaire et sans peur. Cad s'accroupit et Echo mâchouilla immédiatement le lacet de sa botte. Celui-ci, dit Cad à Luna, sa voix bourrue. Il n'a aucune discipline. C'est un problème. Luna sourit. Il a juste besoin d'un travail, je pense. Cad grogna. Il remplit les papiers d'adoption en silence, son écriture nette remplissant les lignes. Sous raison de l'adoption, il écrivit un seul mot, Rookie. Il partit avec Echo, marmonnant à Jude au téléphone. Maverick s'amollit dans sa vieillesse. Il a besoin d'une recrue pour le garder alerte. C'est tout. Mais Luna vit la façon dont il tenait le chiot contre sa poitrine, une nouvelle douceur inhabituelle dans les yeux du soldat cynique. Bolt, cependant, était une autre histoire. Le petit chiot qui avait convulsé et failli mourir avait formé un lien incassable et indivisible. Il était l'ombre de Jude. Où Jude allait, le petit chien suivait. Et où Bolt allait, Maverick était juste derrière. Le vieux vétéran au museau argenté avait adopté le chiot comme le sien. Bolt, le plus faible de la portée, avait maintenant les 2 protecteurs les plus puissants du monde. Il était, comme le dit Cad, le chien le plus surprotégé de la planète. Le jour arriva, comme Luna savait qu'il devait. Le congé obligatoire de Jude était terminé. Il avait reçu ses ordres. Il était déployé. Il vint à son appartement par un après-midi clair et froid. Il ne frappa pas. Il utilisa la clé qu'elle lui avait donnée. Il la trouva sur le sol de son salon, pas avec un chien, mais 2. Maverick et Bolt. Jude les lui avait laissés pendant qu'il faisait ses bagages, lui confiant les parties les plus importantes de sa vie. Elle riait, un son qu'il n'avait jamais entendu d'elle auparavant, alors que Bolt, maintenant fort et en bonne santé, essayait de voler un jouet corde à Maverick, qui permettait patiemment le vol. Luna leva les yeux alors qu'il entrait, son sourire s'effaçant légèrement, ses yeux pleins d'une nouvelle confiance calme. « Salut, Jude !» Il resta simplement dans l'embrasure de la porte pendant un long moment, prenant la scène. La paix, la normalité, la petite vie chaleureuse qu'elle avait construite. Son esprit tactique, toujours en train d'évaluer, enregistra une nouvelle émotion étrange. Un sentiment de chez soi. Il était en uniforme, le camouflage numérique net et impersonnel. Il était de nouveau le soldat. L'arme. Mon congé est terminé, dit-il. Pas de préambule. Luna hocha la tête, sa main reposant toujours sur la tête de Maverick. Je sais. Seras-tu en sécurité? C'est le travail, dit-il, ce qui n'était pas une réponse. Il s'approcha, mais il ne s'assit pas. Il resta debout, la regardant. À ses chiens. Il tendit la main dans son portefeuille et sortit quelque chose. C'était une carte de sécurité en plastique. Il la tendit vers elle. Luna la regarda, confuse. C'est une clé de rechange, dit-il, sa voix un grondement bas. Pour la planque, mon appartement. Il s'éclaircit la gorge, semblant soudain maladroit, un homme bien plus à l'aise avec le combat qu'avec ceci. Pour toi et pour Bolt, pendant que je suis parti. Il jeta un coup d'œil à Maverick. Le vieil homme. Il devient agité. Il aura besoin de la compagnie. Le souffle de Luna se bloqua. Elle regarda de la clé à son visage. Ce n'était pas une clé. C'était une bouée de sauvetage. C'était une invitation. C'était la déclaration de confiance ultime d'un homme qui ne faisait presque confiance à personne. C'était sa façon de dire « C'est ta meute. C'est ta maison. Tu appartiens ici. » Elle sourit, un sourire lent et radiant qui illumina tout son visage, chassant enfin les dernières ombres du grenier. « Nous garderons une lumière allumée pour toi, » dit-elle doucement. Jude hocha la tête, son devoir accompli, l'émotion non articulée installée.
Il tendit la main, sa main hésitant juste une seconde avant qu'il ne touche doucement, brièvement, sa joue. Son pouce effleura sa peau, un contact aussi léger qu'un chuchotement, mais aussi solide que sa promesse. Reste en sécurité, Luna. Il se retourna, donna un ordre court à Maverick et sortit par la porte. Luna resta dans l'appartement calme, la clé chaude dans sa main, avec les 2 chiens qui étaient maintenant indiscutablement sa famille. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Et elle, Jude, Cad, Maverick, Bolt et Echo, ils étaient une nouvelle meute. Si cette histoire de justice et de compassion a touché votre cœur, nous serions tellement honorés si vous vous abonniez et deveniez partie de notre famille d'histoire. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les héros sont réels et que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle pour laquelle on se bat. Nous aimerions entendre votre voix dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Était-ce la promesse protectrice de Jude, le changement de cœur de Cad, ou le courage calme et inébranlable de Luna? Avant de partir, nous voulons prendre un moment pour prier pour vous. Que Dieu bénisse chaque personne qui regarde ceci. Qu'il veille sur vos maisons, protège vos familles et vous garde en sécurité de tout mal. Qu'il vous donne le courage de Luna et vous entoure de la loyauté d'un protecteur comme Jude. Si vous croyez au pouvoir de la prière et au triomphe du bien, rejoignez notre communauté dans les commentaires et écrivez simplement « Amen ». Merci d'être ici. Nous nous verrons dans la prochaine histoire. N'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de courage, de loyauté et de rédemption.